Vous êtes photographe désirant se mettre à la vidéo ou vidéaste confirmé et vous venez d'acquérir un Z8 pour faire de l'image animée. Et vous avez bien raison. Et je vais vous donner quelques clés pour configurer votre boîtier en fonction des différents types de tournage. Alors pour bien savoir de quoi on parle, je vais commencer par un petit rappel théorique sur ce qui définit une image vidéo. Et puis ensuite, on va aborder les différents formats de fichiers auxquels on peut accéder dans le Z8 pour voir quel format on choisit en fonction de quel type de tournage. Pareil pour les picture control. Et puis ensuite, on va voir quels sont les éléments du boîtier qui font que c'est de plus en plus facile de se mettre à la vidéo. Et puis ensuite, on verra les différents accessoires qui peuvent venir enrichir le sac à dos du vidéaste. Tout ça pour démontrer à quel point c'est facile et agréable de faire de la vidéo avec un boîtier comme le Z8. Donc on commence par le petit rappel théorique. Donc qu'est-ce qui définit une image vidéo? Eh bien déjà sa taille. Alors la taille de notre image vidéo, donc c'est le nombre de pixels entre l'horizontale et le vertical. La taille de notre image n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure des années. Mais la norme en diffusion aujourd'hui reste la HD, donc un format 16 neuvième en 1920 par 1080. On parle de plus en plus d'Ultra HD, donc en 3840 par 2160, qui reste un format 16 neuvième, auquel se rajoute ensuite la 8K, donc qui est, comme on le voit, 4 fois plus grande. Et puis toutes les déclinaisons de format 4K, donc en 4000 pixels de large, 4.1K, 5,4, etc., où là on comprend bien que la taille de l'image se définit avec sa largeur, donc en nombre de pixels. Donc on voit qu'on a des images de plus en plus grandes pour la captation et aussi pour la diffusion, parce que même si en télé on reste en HD, sur Internet on peut maintenant diffuser des formats plus grands. Donc on a la taille de l'image. Ensuite, un autre élément important, ça va être son ratio, le rapport vertical-horizontal. Donc traditionnellement, on était toujours en horizontal, soit en 16 neuvième, soit on pouvait avoir un format un peu plus ciné, un peu plus scope en se rajoutant des barres noires. Mais avec les réseaux sociaux et la grande consommation de vidéos sur téléphone, on a vu apparaître d'autres formats, le 4/5e ou le format carré qui était encore très utilisé il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans un vrai format vertical, donc le même ratio que l'horizontal, mais vraiment en vertical. Donc on vient de voir la taille et le ratio. Un autre élément déterminant, ça va être sa cadence, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Donc traditionnellement, le cinéma était à 24. En Europe, du fait de notre courant électrique basé sur le 50 Hz, on était à 25. Et ce qui est Amérique, Asie, est sur une base de 30 images par seconde. Donc on a vu taille, ratio, cadence. Maintenant, on va rentrer dans le côté le plus rébarbatif, qui est le format de fichier, qui est la chose la plus compliquée, mais qu'il est important de connaître, qui se définit déjà par deux choses, qui sont le conteneur, donc c'est ce qu'on va voir, c'est la terminaison. On va avoir du point move, du point MP4, du point nev, et je fais la comparaison avec l'alphabet. On va dire que c'est l'alphabet latin, à l'intérieur duquel on peut avoir différentes langues. On peut avoir de l'italien, du français, etc. Et ça va être le codec qui est à l'intérieur de notre container. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs codecs par container. Parmi les codecs qu'on va retrouver dans le Z8, on a du ProRes, on a du H265 et on a du NRAW. On va détailler ça ensuite plus loin. Codec, ça veut dire compression, décompression. Ça veut dire que dans notre flux d'images qui va être extrêmement riche, on va être obligé d'aller compresser pour être capable d'enregistrer sur des petites cartes mémoire. Mais ensuite, quand on va vouloir lire notre fichier, on va devoir décompresser ce fichier vidéo pour pouvoir, nous, le visualiser tel qu'il a été capté. C'est ça, un codec. Et donc l'enjeu, comme on vient de voir, ça va être de compresser, de réduire le volume de nos fichiers, puisqu'on a des débits qui sont très importants. Alors un débit, ça s'exprime en mégabits par seconde, c'est la taille du tuyau par lequel passe l'information. Donc forcément, plus le tuyau est gros, plus on a d'informations qui passent. Et comme on vient de le voir, l'enjeu, ça va être de réduire ce volume tout en gardant la meilleure qualité possible. Donc, on voit par exemple ici dans les débits, le débit en sortie de caméra est absolument phénoménal. On se doute bien que c'est des choses qu'on ne peut pas enregistrer sur des cartes ou des disques durs. Donc, on va aller réduire nos débits. Et puis même après en lecture, pour que ce soit lisible sur les ordinateurs, sur Internet, etc., il faut qu'on ait des débits plus réduits.
Comment est-ce qu'on fait pour réduire nos débits? Eh ben, on va faire ce qu'on appelle de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner une partie des informations de notre image. Alors, il y a déjà 2 méthodes qui sont l'intra-image ou l'inter-image, qui consiste à coder notre image dans son ensemble ou coder uniquement une partie de l'image tous les temps d'image. C'est-à-dire que si j'ai un plan fixe avec quelqu'un qui se déplace dedans, ça sert à rien de coder le fond image par image. On peut alléger notre poids de fichier en codant uniquement ce qui se déplace, ce qui change dans notre image. Par contre, moi, quand je vais relire mon image ensuite sur mon ordinateur, je veux voir le fond et mon personnage qui se déplace. Donc c'est là où on fait de la décompression pour réafficher l'image entière. Ensuite, il y a tout ce qui est 444, 422, 420, qui consiste en fait à ne sélectionner qu'une partie des informations sur le côté horizontal ou vertical. Ça, c'est une autre manière de réduire la taille des fichiers. On arrive aussi sur la chroma, où on va choisir le degré d'information qu'on veut avoir dans nos couleurs, et on voit la différence entre du 8 bits, du 10 bits et du 12 bits. La quantité d'informations de couleurs est complètement différente en fonction de ces différents formats. Et puis, on va choisir, nous, ce qui correspond le plus à notre workflow. Alors, heureusement pour nous, quand on va choisir le format vidéo dans notre boîtier, on ne va pas avoir le choix d'aller dans toutes les méthodes d'échantillonnage pour tout choisir. Par contre, on a souvent accès entre différents débits de données. C'est-à-dire que, par exemple, en H265, on va pouvoir choisir d'être en 8 ou 10 bits. Quand on va passer ensuite en ProRes, on va avoir le choix d'être en 10 bits ou en 12 bits, par exemple, pour le format RAW. Et ensuite, tout ce qui est 420 pour le H265, 422 pour le ProRes. Et puis après, évidemment, avec le NRAW, là, on va être directement en 12 bits avec le format de fichier optimal. Donc maintenant qu'on a tous ces formats-là, on va regarder ce qu'on choisit en fonction de nos types de tournage. Alors déjà, on a vu la taille d'image. Il y en a plein qui vont me dire quel est l'intérêt de tourner en 8K aujourd'hui. Personne n'a une télé 8K, c'est des choses même qui ne vont pas forcément se développer. Donc, pourquoi tourner dans ce format-là? Ce n'est pas forcément un format de production, par contre, ça va être un format intéressant pour la captation. Déjà, si vous tournez avec une image en 8K, vous pouvez tout à fait la recadrer pour faire une vidéo finale qui sera en Ultra HD ou en HD, et ça vous donne le moyen de mixer les valeurs de plan sans aucune perte de qualité, puisqu'en fait, on fait un crop, on fait un recadrage dans l'image, et non pas un zoom. Donc ça, c'est quelque chose dont on sert énormément, notamment si on veut faire de l'interview, en utilisant une caméra et en obtenant au final plusieurs valeurs de plan. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. On a vu aussi qu'on peut avoir différents ratios. Aujourd'hui, quand on fait une vidéo, on fait un plan de production, c'est-à-dire qu'on va générer des vidéos dans différentes durées et différents formats, différents ratios, qui seront destinés soit à être visionnés sur ordinateur, soit à être visionnés sur téléphone. Donc encore une fois, quand on a une image qui est suffisamment grande à la base pour qu'on puisse cropper dans une image verticale qui fait 2000 pixels de haut sans perte de qualité, ben c'est encore un gain puisqu'on n'a pas besoin de tourner une vidéo horizontale et une verticale. On en tourne une et à partir de notre image, on a les différentes déclinaisons directement. Donc ça, c'est un autre intérêt. Ensuite, ça va plus loin avec le Z8, c'est-à-dire que la caméra est capable d'exploiter tous les pixels du capteur pour nous fournir une image 4K ou Ultra HD qui soit optimale. On appelle ça le suréchantillonnage étendu, c'est-à-dire que pour créer nos pixels en 4K, la caméra va exploiter tous les pixels capables de faire une image 8K de notre caméra et nous fournir comme ça une 4K améliorée qui va être extrêmement performante. Ça, c'est quelque chose qu'on active dans les menus et que je vous invite à faire puisque vous allez gagner en qualité d'image sans avoir rien fait. La seule contrainte du suréchantillonnage étendu, ça peut être que comme ça sollicite un petit peu plus le boîtier, dans certains cas, et éventuellement, ça peut faire chauffer un petit peu les cartes, donc vous étonnez pas, mais c'est la seule contrainte qui, pour ma part, j'ai jamais eu ce souci en tournage. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser au quotidien. Ensuite, un autre intérêt, qui est une des nouveautés du Z8 et qu'on a vu apparaître avec la mise à jour du firmware du Z9, c'est le zoom numérique, c'est-à-dire qu'on va tourner notre image en 4K et on va effectuer un zoom dans notre image, donc sans perte de qualité, et qui va nous permettre d'appliquer un coefficient 2 fois à notre focale.
C'est-à-dire que si on tourne avec un 85 1.2 comme on a actuellement, eh bien, on se retrouve avec un 170 1.2 qui est une optique qui n'existe pas et qui nous donne un rendu extrêmement intéressant. Et pour ma part, qui fait beaucoup de tournages en montagne, je peux pas changer d'objectif quand je suis dans la neige ou quand je suis pendue à une paroi. Donc, je dois faire le choix d'une optique. Et utiliser ce zoom numérique me permet de doubler mes valeurs focales sans aucune perte de qualité, encore une fois, puisqu'on utilise les capacités du capteur. Et du coup, ça me donne beaucoup plus de latitude de focale que ce que j'ai réellement physiquement avec l'optique que j'ai sur mon boîtier. Donc ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on règle dans nos menus, qu'on active. Moi, je l'ai ajouté dans mon menu I et j'ai ajouté la fonction sur la bague de mon objectif. Comme ça, j'ai uniquement à tourner la bague pour bénéficier du zoom numérique, ce dont je me prive pas du tout. La seule chose qui va peut-être vous surprendre, c'est que tous les modes autofocus ne sont pas accessibles avec ce zoom étendu. Donc, ne soyez pas étonnés en fait quand ça arrive. Et puis, si vous n'avez pas besoin d'allonger la focale, n'hésitez pas à le désactiver. D'où l'intérêt d'avoir le raccourci directement dans le menu I pour rebénéficier de tous les modes d'autofocus habituels. Donc ça, c'est un des grands intérêts d'avoir un capteur en 8K. Donc on vient de voir la taille de notre image qu'on va pouvoir choisir en fonction donc de ce qu'on a besoin de recadrer, du type d'image aussi qu'on produit, si c'est de l'interview ou de l'action, du lifestyle, etc. Un autre élément ensuite à choisir, ça va être la cadence. Donc on a vu que les cadences de base, c'était du 25 ou du 30 images par seconde. Donc on va se baser sur une de ces cadences. Mais nos boîtiers nous permettent de monter plus haut en cadence, d'enregistrer 60 ou 120 images par seconde. Et l'intérêt d'enregistrer plus d'images, c'est bien évidemment qu'en post-production, on va pouvoir effectuer des ralentis de 2 fois ou 4 fois qui vont être extrêmement fluides, puisque ce n'est pas le logiciel qui recrée les images intermédiaires, c'est les images qui ont été enregistrées au moment de la captation et qui nous permettent donc d'obtenir des ralentis extrêmement fluides, et ça, c'est très intéressant. Maintenant, on va passer dans les types de formats de fichiers. Quel type de format est-ce qu'on choisit pour tel type de tournage? Parce qu'il n'y a pas un format universel qu'on va utiliser absolument tout le temps. Ça dépend de ce qu'on fait. Alors, le Z8 propose encore du H.264. Pour ma part, je vois plus l'intérêt de tourner dans ce format-là. Donc, je vais passer directement au H.265, qui existe en 8 bits ou en 10 bits. Le 8 bits va être un petit peu plus léger, mais le 10 bits, on sait que c'est un format qui est déjà pas très lourd. C'est un excellent compromis entre la qualité et le poids. Donc, on va passer directement au H.265 en 10 bits. Pour ma part, c'est un format que j'utilise énormément parce que je travaille beaucoup dans l'événementiel où on récupère des grands volumes de rush parce qu'on est beaucoup de cadreurs à travailler ensemble et qu'il faut monter très rapidement derrière. Donc, pour ce type de tournage, le H.265 se prête très très bien. Et quand je pars en déplacement, quand je pars en voyage, je veux pouvoir avoir mes disques durs avec moi en cabine. Donc, je suis limitée en volume de disques durs qui se rajoute à tout le reste du matériel que j'ai déjà dans mon sac à dos. Et de ce fait, pour avoir limité le volume de rush et donc le volume de disques, eh bien, je vais tourner beaucoup en H.265, qui est un format qui me convient parfaitement et pour lequel je suis hyper contente du rendu. Les rushs que je vous montre, c'est des rushs qui sont pas gradés, pas stabilisés, qui sont vraiment de l'image brute. En général, on est assez timide pour montrer ça, mais par souci d'honnêteté, je vous montre vraiment le rendu que vous avez avant tout traitement de votre image. Un intérêt du H.265 en 10 bits, c'est qu'on va pouvoir monter jusqu'en 8K à 30 images par seconde et en Ultra HD à 120 images par seconde avec des débits de 400 mégabits seconde qui sont des débits très conséquents et qui permettent de fournir une image d'une qualité vraiment très 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 bonne. Donc personnellement, j'utilise énormément ce format-là, que ce soit pour des tournages sur de l'événementiel où on a des gros volumes de rush, ou sur des tournages de documentaires à l'étranger, sur lesquels, encore une fois, je vais ramener des gros volumes de rush que je vais avoir sur un disque dur avec moi en cabine. Par contre, si j'ai des tournages à la journée, là, je vais pouvoir me faire encore plus plaisir en allant chercher des formats qui sont beaucoup plus volumineux, mais avec une qualité d'image qui est encore meilleure. Et c'est là où je vais aller passer, par exemple, dans le ProRes. Donc, dans le ProRes, on a deux versions.
on a le 422 HQ en 10 bits ou le RAW HQ en 12 bits. Tant qu'à faire, autant aller directement dans le RAW HQ en 12 bits. Je vous montre ici des images que j'ai faites avec qui me satisfont énormément et qui me permettent de monter jusqu'en 5,4K à 30 images par seconde. Donc encore une fois pour aller cropper par exemple dans une interview, ou en 4,1K à 60 images par seconde pour faire des ralentis sur une action. Et là, on est à 3000 mégabits par seconde. Donc c'est considérable, le volume d'informations qu'on ramène est énorme. D'où la qualité évidemment d'image qu'on va avoir. Mais il y a un autre format qui est propre à Nikon, qui est très intéressant, c'est le NRAW. Le NRAW, c'est un format qui est en 12 bits, qui a une qualité d'image exceptionnelle pour un poids qui est de moitié environ par rapport au ProRes. Donc ça, c'est très intéressant pour avoir des volumes de rush un peu plus réduits sur nos disques durs en ayant une qualité d'image encore meilleure. Le NRAW, il nous permet de monter jusqu'à 8,3K à 60 images par seconde avec un débit de 5780 mégabits seconde, ce qui est absolument considérable, et à 4,1K à 120 images par seconde, encore une fois pour faire des ralentis, à 3840 mégabits par seconde. Je vous montre ici un rush dans lequel vous pouvez voir la gestion des basses lumières et des hautes lumières, les contrastes, la gestion des couleurs. Encore une fois, un rush qui n'a pas du tout été retravaillé. Et ça vous permet, sans que j'ai rien à dire, d'admirer la qualité de ce codec NRAW. Son seul défaut pour l'instant, et il n'est pas dû au codec lui-même, c'est que comme c'est un nouveau codec, il n'est pas encore intégré à tous les logiciels de montage. Pour l'instant, il n'y a que Edus et DaVinci Resolve qui le prennent en charge. Mais comme on sait que nos logiciels sont évolutifs et qu'ils ont des mises à jour très régulières, on sait qu'il va être intégré très prochainement aux autres logiciels, à commencer par Premiere Pro par exemple, qui est celui que beaucoup d'entre vous utilisent. Donc rassurez-vous par rapport à ça, ça arrive prochainement, donc on va tous pouvoir bénéficier de la qualité du NRAW sans avoir à changer de logiciel de montage, et c'est tant mieux. Alors vous venez de voir entre ces différents formats que les débits varient énormément de 400 mégabits à presque 6000 mégabits seconde. Donc bien évidemment, il faut les cartes qui permettent d'enregistrer un tel débit de données. La CF Express, la plus rapide, est évidemment de rigueur pour bénéficier de ce format-là. Si vous ne savez pas trop quelle carte choisir, n'hésitez pas à aller regarder le support Nikon sur leur site internet qui a des tableaux qui vous permettent d'afficher toutes les compatibilités de cartes. Et puis bien sûr, allez dans les boutiques, allez voir les revendeurs qui maîtrisent leur sujet et qui sauront vous conseiller comme il faut pour choisir la carte la plus appropriée au type de fichier que vous allez ensuite enregistrer. Ensuite, à partir du moment où on a choisi notre format, notre taille, notre cadence, un autre élément, ça va être combien de temps on peut enregistrer. Et ça dépend du format qu'on a choisi, si on est en Ultra HD, si on est en 8K. Et le boîtier permet d'enregistrer jusqu'à 125 minutes en Ultra HD et 90 en 8K. Ce qui fait que si vous avez des interviews très longues ou si vous faites de la captation de concerts, de conférences, d'événements, vous savez que vous ne serez pas battu, vous n'aurez pas besoin de faire des recs à chaque fois pour générer un nouveau fichier. Si vous partez pour une captation très longue, il va peut-être se poser la question de l'alimentation du boîtier. Et alors évidemment, on peut avoir une batterie de batterie en charge justement avec nous, mais un gros intérêt du boîtier, c'est d'avoir une entrée USB. Donc on peut connecter une power bank et comme ça on n'est pas battu, on sait qu'on a une alimentation en plus ou des alimentations en plus pour tenir aussi longtemps qu'il le faut. Maintenant, un autre élément à choisir quand on va faire notre captation vidéo, ça va être le picture control, ça va être le rendu visuel de notre image. Alors déjà, on a tout un tas de picture control qui sont proposés dans le boîtier, qui sont donc dans les formats standards. On a évidemment le standard, le neutre qui est celui que j'apprécie particulièrement parce qu'il est un petit peu moins contrasté, un peu moins saturé, donc très facile à traiter ensuite en étalonnage. Pour moi, il est très proche de l'image que je veux obtenir au final. Et puis après, on en a toute une série qui sont un peu plus personnalisées et un mode flat qui est souvent recommandé pour la vidéo. Mais à titre personnel, je fais beaucoup d'images avec le format neutre et ça me permet d'avoir un rendu, encore une fois, très proche de ce que je veux au final,
donc de réduire le temps d'étalonnage derrière. On a en H265 un nouveau format qui permet de faire du HDR, donc avec des images beaucoup plus lumineuses et contrastées, avec beaucoup plus de couleurs. Ça, c'est à choisir pour des types de production. Il y a certains diffuseurs qui réclament du HDR c'est tout un circuit de production différent avec évidemment des moniteurs qui permettent de visualiser ce format-là. Et ensuite, on a le N-Log, donc qui va permettre de bénéficier de toute l'étendue de la plage dynamique du boîtier, qui est de 15 diaph, ce qui est énorme. Et quand on va tourner en N-Log, donc on se retrouve avec une image qui nous paraît désaturée, mais ensuite en post-production, on va rajouter une LUT, donc une table d'interprétation de notre image, de la couleur, pour revenir sur le rendu qu'on voudra avoir au final. Et on peut appliquer la LUT Nikon, ou on peut aller télécharger tout un tas de LUT sur Internet pour donner facilement un style particulier à notre image. Un élément important quand on passe en N-Log, c'est que notre sensibilité va basculer à 800 ISO, qui est la sensibilité native du boîtier. On a une deuxième sensibilité qui est le 4000 ISO, qui est donc c'est un double ISO natif. Et comme le capteur a été optimisé pour cette sensibilité-là, on aura des meilleurs rendus à 4000 ISO qu'on en aurait à des sensibilités inférieures comme le 3002 par exemple. Donc n'hésitez pas quand vous êtes dans des environnements plus sombres que vous devez monter en sensibilité à basculer directement à 4000 et vous aurez des résultats avec très peu de bruit qui seront impeccables. Cette notion de double ISO dont je viens de parler, elle est valable pour la vidéo, mais elle ne concerne pas la photo. C'est quelque chose de différent, c'est un élément qui est propre à la vidéo. Donc vous avez vu, on a choisi la taille de notre image, sa cadence, son format, son picture control. Ben là, on va dire en gros, on est prêt à tourner. Ensuite, on va devoir régler juste des petites choses, notamment le son, qui n'a pas du tout oublié parce qu'on fait de l'audiovisuel. Il y a certes l'image, mais du son aussi. Pour ça, on bénéficie sur le boîtier d'une entrée mini jack qui est en 24 bits. Donc c'est supérieur à ce qu'on a avec le XLR qui est traditionnellement en 16 bits. Après, si vous avez déjà des micros en XLR, ben vous pouvez toujours rajouter un adaptateur sur le porte-griffe pour connecter vos micros dessus et ensuite au boîtier directement en mini jack. Donc on vient de voir comment régler nos formats de fichiers dans notre caméra. Maintenant, un autre élément intéressant, ça va être de personnaliser notre boîtier. Donc on a ce fameux menu I qui nous permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions utiles pour la vidéo. Moi, je vais m'en rajouter quelques-unes qui correspondent plus à mon usage. Alors, je vais garder toutes celles qui sont de base, qui sont le picture control, la balance des blancs, la taille de l'image, le contrôle du son, le contrôle de l'autofocus avec la reconnaissance des sujets, la stabilisation qu'on va activer ou désactiver en fonction du type de plan qu'on va faire. Et puis, moi, je vais me rajouter quelques autres fonctions qui sont l'accès au focus picking, c'est-à-dire la mise en relief de la mise au point, qui me permet d'aller bien visualiser où mon point se fait quand je suis en mode manuel. Et puis le zebra, pour l'aide à l'exposition, pour l'affichage avec les raies des zones qui sont en haute lumière, voire surexposées. Et ensuite ce fameux zoom numérique dont j'ai parlé précédemment, auquel je vais accéder ici. Donc ça me permet déjà d'avoir un menu d'accès rapide à toutes ces fonctions. Ensuite, je vais même aller plus loin en personnalisant carrément les touches de mon boîtier. Et notamment, je viens de parler ici du zoom numérique. Eh bien, je vais aller dans les menus pour faire en sorte que une des bagues de mes objectifs me permette, quand je la tourne, d'activer ce zoom et donc d'en bénéficier très rapidement sans avoir besoin d'aller dans les menus. Donc ça, c'est vraiment un des intérêts de personnaliser notre boîtier, ce menu et même le viseur. Je vais pouvoir aller choisir ce que j'affiche dans mon viseur et notamment pour la vidéo, au lieu d'afficher un histogramme pour m'aider à régler la sensibilité, eh ben, je vais pouvoir choisir d'afficher un waveform qui correspond plus à ce que j'ai l'habitude de voir dans mes logiciels de post-production. Donc vous voyez, tout se personnalise. Du coup, c'est vraiment notre boîtier pour être très efficace en tournage, ce qui, bien évidemment, est ce qu'on veut faire pour se concentrer sur notre sujet et non pas sur la technique du boîtier. Donc vous voyez, on vient de choisir les paramètres, de régler nos formats de fichiers.
Maintenant, on va pouvoir bénéficier de toutes les qualités du Z8 pour avoir une prise de vue qui va être facile et confortable. Pour ça, on a notre viseur qui est extrêmement lumineux. C'est pas parce qu'on fait de la vidéo qu'on doit forcément cadrer à l'écran. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le viseur dans lequel on voit très bien, y compris quand on est dans des environnements très lumineux. Mais l'écran est excellent aussi. Un des grands conforts d'utilisation, c'est bien évidemment l'autofocus, qui est bien meilleur qu'on l'était nous en tant que pointeur et qui nous permet de ramener beaucoup plus de rush utile à la fin d'un tournage. Donc là, je suis prête à parier que quand je me déplace, vous voyez le petit carré sur mon œil qui va suivre mes mouvements. Et ça fonctionne évidemment dans tout un tas de configurations. Après, on peut affiner évidemment les modes d'autofocus, mais vous voyez que c'est hyper performant et hyper pratique pour les cadreurs. On peut aussi paramétrer ces modes d'autofocus. Contrairement au précédent dans lequel on prenait l'ensemble de l'image, ici on se concentre sur un carré, ce qui fait que si je sors du carré, je vais sortir aussi de l'autofocus. Donc vous voyez qu'après, c'est des subtilités qui nous permettent, en allant jouer sur les paramètres du boîtier, de s'assurer différents types de suivi, de mise au point. Et évidemment, quand on travaille à 1.2, c'est hyper précieux. On bénéficie aussi d'une excellente stabilisation, ce qui fait que pour beaucoup de plans, en fait, on n'a plus besoin d'utiliser forcément des stabilisateurs. Et puis ensuite, on va avoir la rapidité. C'est un boîtier qui est extrêmement rapide à démarrer. On le met sur on, on appuie sur rec et directement l'enregistrement se lance. L'autofocus va aller chercher notre sujet et ça nous permet d'être hyper réactif et de capturer des moments qu'on aurait pu perdre avec d'autres caméras simplement par le fait d'attendre que la caméra soit prête à tourner. Ensuite, un autre élément avec ces boîtiers, c'est la robustesse. J'ai pas encore un recul énorme en toute honnêteté sur le Z8, mais je sais que c'est un boîtier qui n'a plus de pièces mécaniques, donc qui potentiellement n'a plus d'usure possible, qui au contraire continuera à évoluer avec les mises à jour des firmware. Donc je sais que c'est un boîtier que je vais pouvoir garder plusieurs années sans souci et emmener avec moi sur des tournages des fois un petit peu difficiles, sans être inquiète sur la fiabilité de ma caméra. Alors on a déjà choisi notre boîtier, en l'occurrence le Z8. Maintenant on va devoir choisir notre pack d'optique pour aller avec. Alors il y a plusieurs écoles, il y a des vidéastes qui ne jurent que par les focales fixes, ce que je comprends puisqu'on a une qualité et une grande ouverture en focale fixe qui donne un rendu avec une faible profondeur de champ très agréable. Donc on peut aller choisir parmi la gamme l'optique qui nous intéresse. Après, pour ma part, comme je suis en déplacement en situation de reportage, eh bien, j'ai souvent besoin d'avoir un zoom pour couvrir une large plage de focale sans avoir besoin de changer d'objectif. Beaucoup de gens plébiscitent le 24-70, que ce soit ouverture 2.8 ou même à ouverture 4, qui est plus compact et léger. Personnellement, j'aime beaucoup le 24-120 à ouverture 4, qui me permet de couvrir l'essentiel des focales en tournage. Mais parfois, j'ai besoin d'un plus grand angle. Donc pour ça, je vais aller chercher le 14-30, encore qui ouvre à 4. Ou au contraire, je vais avoir besoin d'aller plus loin. Donc pour ça, je vais utiliser le 100-400 qui ouvre de 4.5 à 5.6. En plus de ça, quand on utilise un stabilisateur, un gimbal, c'est très bien d'utiliser les pancakes. Alors, ça va être le 26, le 28 ou le 40, qui sont très petits, compacts et légers et qui sont donc vraiment parfaits pour utiliser sur un gimbal. Et puis après, évidemment, les focales, les primes, les focales fixes en fonction du rendu qu'on souhaite. Ici, on apprécie le 85 à 1.2 qui donne une faible profondeur de champ qui forcément améliore tout de suite le rendu des interviews. Alors, on vient de voir notre choix d'optique. Maintenant, on va avoir besoin de quelques accessoires, à commencer par le son. Ça peut être très bien, même s'il y a déjà évidemment un micro intégré, de rajouter un petit micro canon sur le porte-griffe qu'on va brancher en mini jack pour bénéficier de l'entrée 24 bits, ou d'avoir un micro HF qu'on va aller placer sur notre sujet, sur la personne qu'on interviewe. Ou si vous avez déjà des micros en XLR, vous allez pouvoir utiliser un adaptateur pour bénéficier du XLR. Maintenant, un petit peu de machinerie, ça peut être utile aussi. Déjà d'avoir un trépied pour, par exemple, les plans à la longue focale ou les interviews longues. Un stabilisateur, il y a beaucoup de gens qui tournent au gimbal. C'est pas forcément systématique. On peut très bien faire des mouvements de caméra sans avoir besoin d'un stabilisateur, mais c'est quelque chose qui est assez répandu.
Et un accessoire qui peut être intéressant, c'est la poignée MC-N10 de Nikon qui permet de retrouver en main droite toutes les fonctions qu'on a normalement sur notre boîtier. Donc pour régler par exemple son expo, etc., c'est super pratique. Ensuite, moi j'aime bien attacher ma caméra sur la hanche de mon sac à dos. Donc ça peut être bien d'avoir une attache pour faire ça. Et puis après, des gens qui aiment bien tenir leur caméra devant eux, souvent aiment bien utiliser une cage avec des tiges ou même une épaulière pour la mettre sur l'épaule s'ils veulent tourner dans ces conditions-là. Donc voilà, ça fait un petit peu de machinerie qui n'est pas indispensable. Ensuite, bien évidemment, ce qu'il va nous falloir, on l'a déjà abordé, c'est des cartes mémoire suffisamment rapides pour bénéficier des débits de fichiers qu'on a avec le Z8. Ça va être les disques durs ensuite, évidemment, pour sauvegarder nos rushs précieusement. Et puis en vidéo, on a besoin de filtres neutres à mettre sur nos objectifs pour réduire la quantité de lumière qui rentre, parce qu'on peut pas monter en cadence aussi haut que ce qu'on ferait en photo, sinon on va avoir un effet de saccade dans nos fichiers, parce que la différence entre la cadence de prise de vue et la vitesse risque d'être trop importante. Donc en général, on est au double de la cadence ou au quadruple, mais guère au-dessus. Donc on réduit la quantité de lumière avec nos filtres neutres. Et puis on a abordé tout à l'heure les power banks qui peuvent être utiles si on a besoin de recharger notre caméra pendant un tournage, quelques batteries supplémentaires éventuellement, et puis ça s'arrête là. Il y a des gens qui vont vouloir utiliser un moniteur parce qu'ils veulent un écran plus grand, mais pour ma part, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'un follow focus non plus, puisque l'autofocus est meilleur que nous. Donc, vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'une quantité d'accessoires énormes pour mettre dans notre sac à dos. Si ce n'est le sac à dos lui-même, bien évidemment, à choisir pour qu'il soit conforme à votre ergonomie et qu'il soit bien assez grand pour mettre tout votre matériel et partir en tournage avec. Donc voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué de partir en tournage, que vous allez avoir beaucoup de plaisir, je suis sûre, à faire des images avec le Z8 en vidéo. Après, se pose la question de la post-production, parce que je sais que c'est souvent le côté un peu rébarbatif et chronophage qui limite pas mal de gens, et notamment des photographes, au passage à la vidéo. Alors, il y a plusieurs logiciels qui existent, les historiques, on va voir Avid, Final Cut, Premiere, etc. Pour l'instant, si on veut bénéficier du Nro, comme je l'ai dit, il n'y a que Edius et DaVinci Resolve, mais on sait que les autres logiciels vont suivre. Et si tous ces logiciels vous paraissent un petit peu compliqués, pas forcément très intuitifs, moi je vous invite à essayer Premiere Rush, qui est une version simplifiée de Premiere Pro, qui est hyper intuitive, hyper facile et très puissante en même temps, qui ira très bien pour faire vos premiers montages, avant éventuellement de passer dans un autre logiciel si vous voulez aller plus loin. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites des vidéos, découvrez la narration vidéo qui est un peu différente de celle de la photo où on raconte tout avec une image. Là, ça va être une succession d'images à assembler pour raconter notre histoire. Et puis, n'hésitez pas à filmer avec le Z8, vous en serez plus que content. Je suis Aurélie Gonin, je suis ambassadrice Nikon et réalisatrice chez Alpine Media House. Et vous pouvez suivre mon activité sur mon site internet ou les réseaux sociaux sous Aurélie MG. Et puis, je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de Nikon, à commencer par la série The Movement qui a été faite pour la sortie du Z8 et pour lesquels j'ai la chance d'avoir un épisode qui m'est consacré, mais tous les autres épisodes sur les autres créateurs sont superbes. Donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu dans la chaîne YouTube de Nikon, il y a pas mal de vidéos super intéressantes à regarder.